Bonjour et bienvenue sur ce second épisode sur Vacuer. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Saom et Chelsea, une artiste et un artiste. Ils vont vous raconter leur histoire, leur expérience et surtout qu'est-ce que le mot queer signifie pour eux. Sans plus attendre, je vais leur laisser la parole. Bonjour et bienvenue sur Vacuer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Saom et Chelsea. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour. Bonjour. Alors, comme tu l'as très bien dit, moi c'est Saoum. Et moi, Chelsea. Et on est tous les deux des artistes. Moi je suis danseur-interprète. Et moi, créatrice de mode, du coup. Donc voilà, je précise aussi que je suis camerounaise, si bien de le dire. L'Afrique en personne. Et moi, je suis d'origine angolaise. Voilà, très Et bien. ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors, ça fait 1 an et demi. 2 ans et demi. Ah, mon Dieu! Oh, grave. Ok. On va parler ce soir. 2 ans et demi. Non. Faut me pardonner. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rencontre, de comment vous êtes rencontrés et comment vous êtes tombés amoureux? Alors, on s'est rencontrés dans un événement culturel, associatif. Et du coup, je créais des événements en lien avec l'art et la culture. Et quand je t'ai rencontré, je t'ai proposé de créer une battle de danse. Tu avais envie de créer une battle de danse. C'est ça. Et du coup, avec ton aide précieuse, tu m'as aidé à aller au bout de ce projet. Donc, c'est comme ça qu'on a pu tisser des liens et dans un premier temps pour apprendre à se connaître. Et voilà. Après, évidemment, le coup de foudre est venu par la suite, quoi. Ouais, il est venu avant. Hein. Comment vous définissez, quels sont vos pronoms? Alors, moi, c'est Saoum, du coup, mon prénom c'est Il, je suis une personne trans. Et moi, c'est elle. Et à l'époque, quand vous êtes rencontrés, vous étiez perçus comme un couple lesbien. Comment ça s'est fait pour vous de passer d'être perçu par les gens extérieurs comme un couple lesbien à un couple queer, notamment, étant donné que ça est en transition actuellement. Donc comment ça s'est fait? Comment vous avez pu aborder ces sujets-là dans votre relation? Est-ce que c'était quelque chose qui était évident pour vous ou il y a quand même eu beaucoup de discussions entre vous deux? En soi, c'était quelque chose déjà de très évident pour nous. Parce que quand je l'ai connu, il m'a dit directement c'est il. Voilà. Et on a beaucoup parlé, on a eu beaucoup de conversations. Et je pense qu'on est tellement focalisé à essayer de comprendre, développer et équilibrer notre couple qu'on ne se penchait pas sur le regard extérieur. Du coup, je pense que ça n'a pas trop affecté l'entourage. Voilà. Notre lien. Après, c'est vrai que moi j'avais des appréhensions parce que c'est nouveau pour toi. Donc j'avais plein d'idées reçues sur le fait que vu que tu ne connaissais pas trop la communauté queer, c'était quelque chose qui était assez récent. Donc forcément, j'avais des idées, j'avais peur que tu étais plutôt quelqu'un de curieuse, etc. En fait, je m'ai rendu compte plus tard que non. Et ça m'a rassurée que, au final, tu m'as plutôt transmis des bonnes valeurs. Plutôt lié au niveau de la liberté que de mettre des étiquettes. Donc le fait d'avoir été avec Chelsea, qu'elle était assez ouverte sur ces sujets-là, donc ça t'a permis de plus t'affirmer. Exactement. Du coup, ça m'a permis davantage à m'assumer, à prendre confiance en moi. Donc j'ai souhaité aussi partager cette culture avec Chelsea. Et je pense que quand je suis rentrée dans ce monde-là, pour moi tout était nouveau. Voilà, je me sentais un peu comme une personne qui n'était pas légitime à tout ça et je sais que tu m'as beaucoup accompagnée et aidée par rapport à ça, à me sentir à ma place et à me sentir aussi bienvenue dans la communauté. Saom, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, comment tu as compris que tu étais un homme trans, en sachant que la transidentité en général, les personnes le savent depuis qu'ils sont petits. La question c'est plutôt comment en fait tu as pu acheminer, parce que c'est pas évident quand tu as une personne trans de passer de l'affirmer. Donc comment toi tu as pu faire ce cheminement pour arriver à ce que à t'affirmer actuellement aujourd'hui? D'accord. Alors moi dans mon parcours c'était assez classique. Alors, très tôt j'ai su qu'il y a quelque chose sonnait différemment par rapport à d'autres enfants.
Et j'avais du mal à me sentir à l'aise dans mon corps, comme beaucoup de personnes trans. Donc quand j'avais l'occasion, je me déguisais aussi en garçon. Et je sentais bien que d'autres enfants n'avaient pas forcément ce besoin-là. Donc je l'ai su quand j'avais 4 ans. Et j'ai bien vu que jusqu'à 24 ans est passé, j'en ai 28 maintenant. Et j'ai bien vu que ce sentiment ne m'a pas quitté en fait. Et même si à l'époque j'avais du mal à le nommer, parce que j'avais pas d'augmentation autour de moi, je sentais vraiment un mal-être au niveau de mon corps, entre guillemets. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des personnes aussi autour de moi avec la communauté queer. Donc au départ, je ne m'affirmais pas comme une personne trans, mais plutôt comme une personne stud. Après, il y a le fait d'être non-binaire. Et après, aujourd'hui, une personne trans. Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentais à cette période, avant même de pouvoir mettre des mots sur ton identité? Tu dis que tu es passée par plusieurs phases, notamment d'être stud et tout, et même en te définir en tant que lesbienne. Qu'est-ce que tu as ressenti à cette époque-là? Alors, moi, c'était très simple. Quand j'étais plus jeune, j'ai ressenti ce mal-être. Et je pensais que j'ai demandé à Dieu, l'univers, peu importe comment on l'appelle, de changer cette situation. En fait, je me suis dit, il a ses préférences, on dirait, parce que moi, il me crée ce sentiment-là. D'autres enfants ne ressentent pas forcément ça, à part moi. J'ai vu que j'ai pas eu de réponse de sa part. Et du coup, je m'étais fait la promesse que je dois accepter le corps que j'ai, celui que j'ai, mais j'ai envie d'exprimer dans mon genre une énergie peut-être, comment on peut dire ça, affirmer l'identité un peu plus masculine, une énergie plus masculine. Du coup, c'est comme ça au fur et à mesure, je suis tombée, évidemment en naviguant sur internet, sur ce qui me semblait le plus proche de ce que je voulais être, quoi. Donc il y avait les studs. Et par l'expression du genre, le fait de s'habiller un peu de manière plus masculine, ça correspondait à ce que je recherchais, quoi. Donc c'était très intéressant d'être stud. Est-ce que maintenant tu ressens une forme de deuil par rapport à l'ancienne image que tu renvoyais de toi-même, et comment tu l'as traversée par rapport, que ce soit au niveau de ton cercle d'amis par exemple, ou même professionnellement, ou même au niveau de la famille? C'est pas souvent, c'est pas très évident, parce qu'on dit que quand on est une personne homosexuelle, on fait un coming out, mais quand on est une personne trans également, ça demande à faire un second coming out. Donc comment tu as pu traverser tout ça? Alors, il y a plusieurs points là. Tu vois, la première question au niveau du fait de faire un deuil, je ne le perçois pas forcément comme un deuil. Pour moi, c'est une connotation assez négative. Ça veut dire que j'efface ou j'enlève totalement ce que j'ai été, alors que ça fait partie de mon parcours. Donc moi, je vois plus comme le fait d'embrasser aussi mon passé et mon présent et ce que je souhaite être par l'avenir. Mais c'est comme une continuité, plus qu'un deuil pour moi. Et donc, je parle plutôt d'affirmation de ce que je suis. J'ai plutôt envie de dire que valoriser l'être que je suis plus qu'une histoire d'étiquette. Et bien évidemment, quand j'ai fait ma transidentité sociale, on va dire, c'était un peu difficile parce que j'ai bien vu qu'à l'époque, quand je me définissais comme une personne non-binaire, en fait, j'avais l'impression que finalement, c'est plus simple pour la tête des gens d'être perçu comme une personne non-binaire parce que c'est plus accepté par la société. C'est ça, c'est plus accepté par la société, et pour eux, à leurs yeux, je représente plus une personne qu'on va dire garçon manqué, entre guillemets. C'est plus simple pour eux d'accepter ça. Par contre, quand j'ai dit personne trans, j'ai senti qu'en fait, je dois accepter aussi que je dois davantage rectifier les gens, m'affirmer. Donc, c'est pas forcément agréable. J'ai l'impression que je dérange. Et en même temps, tu dois aussi passer par la phase où tu ne dois pas te régner, mais tu dois t'affirmer, affirmer ce que tu es, sans... je sais pas comment exprimer ça, comme si s'affirmer, ça va aussi déranger, ça veut dire aussi déranger les gens. Et donc j'avais quelque chose, j'avais du mal à comprendre, et que j'ai dû travailler sur ça, qu'en fait je dois pas m'affirmer, c'est aussi mettre les gens mal à l'aise quelque part. Et je dois être ok avec cette façon de procéder.
entre guillemets. Au niveau professionnel, c'était assez simple parce que je suis dans des milieux artistiques, donc on côtoie des personnes assez atypiques, assez différents, assez divers et variés. Et donc, c'était pas si compliqué de m'affirmer à ce niveau-là. Donc, forcément, il y a un temps d'adaptation parce que les personnes qui me connaissent comme une personne lesbienne avant, le fait d'affirmer que je suis une personne trans. Donc, c'est plus une histoire qui ne savait pas ce que ça signifiait. Donc, il y a toute une histoire de transmettre de la pédagogie, d'éduquer, d'instruire mon entourage. Donc ça, ils ont accepté au fur et à mesure. Donc à ce niveau-là, donc, ça va. Et c'est après, au niveau familial, il y a d'autres qui ont plus ou moins compris et accepté. Et après, évidemment, ça n'a pas été simple pour d'autres personnes, quoi. Donc, quand c'est comme ça, on prend la distance, on laisse le temps faire les choses. Donc, j'étais arrivée plutôt à un stade que je ne cherchais pas forcément l'approbation de ma famille ou de mon entourage, mais j'avais envie de m'affirmer moi et de m'assumer pleinement, en fait. Cécia, est-ce que cette transition t'a amené à te questionner sur ton identité ou même par rapport à ta sexualité, du coup? Parce que quand tu as rencontré Sao, bien qu'elle ne se définissait pas, mais à l'époque, vous étiez quand même dans une relation lesbienne, donc tu étais vue en tant que lesbienne. Donc actuellement, vous êtes dans un couple hétérosexuel, donc est-ce que c'est pas quelque chose qui t'a perturbé et est-ce que tu t'es pas posé énormément de questions, notamment? Vu que j'ai vécu très hétéro avant, du coup, déjà rentrer dans une relation lesbienne, tout était nouveau pour moi, mais je pense que je suis tombée amoureuse de la personne plutôt. Et ça a toujours été dans mes relations, comme ça. Peu importe, c'est vraiment une évidence. Du coup, je pense que ça a beaucoup changé aussi tout en moi par rapport à mon identité. Et du coup, je pense que j'ai toujours été un être libre et très brut. Du coup, toute ma famille, mon entourage, ils devaient accepter ce que je suis. J'ai toujours été comme ça. Et du coup, ils devaient accepter mes choix. Même si je tombe ou j'avance, ils acceptent et point. Du coup, je pense qu'ils ont eu un peu du mal, des petites incompréhensions au début. Mais c'était comme ça en fait, parce qu'ils m'ont connue comme ça et voilà. Comment vous vous définissez en tant que personne et en tant que couple? Alors, on se définit plus comme un couple queer. Tout simplement. Parce que, évidemment, que extérieurement, des gens vont forcément nous connoter comme des personnes hétéros. C'est pas, nous, on ne se définit pas comme ça. Parce que ça veut dire qu'on enlève, en fait. Toute l'histoire, tout le processus. processus qu'on a vécu, personnellement aussi, individuellement. Et on a envie aussi d'embrasser aussi mon parcours, enfin notre parcours, comme il a été avec le fait qu'on a été un couple lesbien, un couple, on était dans des phases un peu non binaires, qu'on embrasse notre parcours dans les différentes phases qu'on a vécues, quoi. Donc, est-ce que pour vous les étiquettes ont encore un sens? Je pense qu'on n'a jamais mis d'étiquette. On n'a jamais mis d'étiquette, mais on soutient beaucoup les causes et je pense que le plus important c'est d'avoir ça dans le cœur. Et après, tu vis ta relation comme tu le sens et puis voilà. Après, c'est vrai que moi de nature, j'étais. Ah oui, c'est vrai. J'étais plus quelqu'un qui allait plutôt être rassuré par l'étiquette. Je trouve que ça fait sens à des moments, même pour nommer ce qu'on ressent, je trouve ça important. Après, avec la rencontre de Chelsea, elle m'a montré que en fait, c'est pas une histoire d'étiquette ou de se mettre dans des cases. C'est plus une histoire en fait de ne pas avoir de barrière et aussi d'avoir une ouverture d'esprit, entre guillemets. Parce que toi, tu n'étais pas dans les communautés queer ni rien, etc. Mais en fait, je t'ai trouvée beaucoup plus déconstruite qu'une personne qui aurait été dans les communautés. Donc ça m'a amené cette ouverture. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, ce qui compte, c'est pas le fait de se définir à travers des noms ou des choses très précises, mais c'est en fait simplement être ce qu'on a envie d'être, tout simplement. Et je pense que j'ai toujours été née très libre. Et en fait, plongée dans une relation complètement de la réalité, différente de la réalité que j'ai vécue en soi
toute ma jeunesse. Pour moi, c'était le pouvoir d'être moi-même, enfin, en soi. Pouvoir en soi décider ce que je veux, choisir ce que je veux et être authentique ainsi que dans mon monde. En tout cas, ton ouverture d'esprit, ça m'a aidé à naviguer dans ce que j'ai envie d'être aussi. Donc même mon genre n'était pas défini. Donc je me sentais pas obligée de performer mon genre. Parce que souvent, les craintes que j'avais peur, c'est que le fait de me définir comme une personne trans, j'avais peur que il faut que je performe du coup le masculin dans le couple. Pas peur qu'en fait tu te retrouves pas. Et en fait, avec ton ouverture d'esprit, j'essaie que j'ai eu cet espace en fait pour être ce que je suis. Moi aussi. Il y a une question que je voulais totalement vous poser, c'est par rapport à la santé mentale. Je pense qu'on n'en parle pas assez par rapport dans la communauté LGBT. Donc quand on parle de transition, on parle de coming out, forcément, donc il y a le côté santé mentale qui rentre en jeu. Donc comment votre santé mentale comment vous avez pu trouver les clés pour pouvoir vous préserver en tant que personne et en tant que couple et dans le cheminement dans lequel vous étiez? Alors, c'est très simple. C'est ça que ça se fait. De base, on est déjà très passionné par la psychologie, par le bien-être. D'ailleurs, on se consacre à une page qu'on a créée depuis 1 an et demi qui s'appelle la Team Wake Up. Donc, c'est un média qui cherche à rassembler des personnes désireuses d'évoluer ensemble. Pour le bien-être, la confiance en soi, la spiritualité. Exactement, pour une meilleure connaissance de soi. Et on met en place des groupes éphémères sur Instagram avec des thématiques précises. Ainsi que des ateliers aussi. De bien-être également avec des intervenants spécialisés dans telle thématique. À Rennes et à Nantes. Donc, pour faire tout ça, on est obligé de faire un travail aussi sur nous-mêmes, de vraiment se documenter, d'aller chercher aussi, de se recueillir aussi en soi-même. Et du coup, ça nous a permis d'avoir des outils, des clés pour apprendre aussi à se préserver et de aussi... et à comprendre aussi notre relation. Parce qu'à chaque fois qu'on avait peu importe, des doutes ou des questionnements, on parle souvent. Du coup, ça devient moins lourd après. Du coup, on communique beaucoup. Ça, on communique beaucoup. Je pense que c'est la clé du couple. C'est ce qui vous la communication. C'est ce qui vous a permis de rester unis à travers ces changements. C'est ça, exactement. Et tout en continuant de faire un travail sur soi, bien évidemment. D'accord. Et aussi de se dire, ok, la question là est là, ou la problématique est là, quelles sont les solutions qu'on peut trouver ensemble. Cette phrase, c'est une phrase d'accroche déjà, qu'on peut trouver ensemble pour dépasser ça ou améliorer telle chose, telle chose. Et par rapport aux médias, est-ce que en tant que couple queer, et toi en tant que personne trans notamment, est-ce que tu te sens représentée dans ce qu'on peut voir au niveau des médias en France actuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a frappé? Ou même, est-ce que vous avez déjà subi un peu, je dirais, de la transphobie ou même de l'homophobie, du coup, que ce soit dans ce que vous voyez dans les médias ou même ce méconnaissance que les gens ont sur la transidentité, pardon. Avec tout ce qui se passe actuellement, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me tend forcément, donc j'ai plutôt du style à prendre du recul, de ne pas non plus me laisser absorber par tout ce qu'on peut voir dans les médias. Après, c'est vrai qu'autour de nous, on a plutôt essayé de renforcer des liens sécures, on va dire. Donc on a un très bon entourage. Je pense qu'on a construit cet entourage en fait sain, qui nous comprend aussi et que nous... En fait, on s'élève ensemble. Donc c'était difficile pour moi de m'affirmer si j'avais pas un exemple de personne trans noire. En fait, le fait d'en avoir plusieurs, ça m'a donné envie de le faire davantage, en fait, de me montrer davantage.
Et du coup, bah, nous, pour parler à ce qui se passe dans la société, enfin, dans les médias, pardon, on va plutôt se concentrer sur le fait de créer des événements, des ateliers, des activités qui... Sortir, on essaie de parler, en fait. Créer des espaces safe, avec des personnes qui nous ressemblent. Comme là, récemment, j'ai l'idée de créer un atelier dédié aux personnes trans, fait par moi-même. Mais pour se réapproprier leur corps, en fait. Tout essayer de sensibiliser les personnes, en fait, sur ça. Donc, moi, je suis plutôt du style à me dire, au lieu de me laisser absorber par la négativité, qu'est-ce que je peux faire d'innovateur avec ce qui se passe dans notre monde actuel. Donc, c'est une phrase très connue, mais sur le changement qu'on veut être dans le monde. Je sais pas ce qu'il dit ça, mais voilà. On va plutôt se concentrer sur ça parce que sinon, en fait, ce serait très compliqué en fait de tenir. S'intéresser à ce qu'on peut faire de mieux, déjà pour changer un peu les esprits. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à des personnes trans, par exemple, qui a peur de perdre leur partenaire en affirmant leur sexualité? Par exemple, toi, c'est vrai qu'au début de la relation, tu es une personne non-binaire, donc il y a eu ce côté-là de dire à Chelsea que tu es une personne trans et que tu lances de faire cette transition-là en étant en couple. Il y a des personnes qui sont peut-être dans la même situation que toi et qui ont peur forcément de passer de couple lesbien à queer. Est-ce qu'il y a un message ou bien quelque chose que tu aimerais leur dire? Est-ce que je peux juste rajouter un truc? Oui. Je ne sais pas si ça arrive dans certains couples, mais je sais que du coup, quand je t'ai connue et qu'on est rentré en relation directement, je voyais déjà des mini-actions, mini-trucs qui montraient que non, je suis une personne trans. Voilà, et du coup, je pense que je me suis adaptée déjà à ça et je m'étais dit que, ok, un jour ou l'autre, on va passer par là, et du coup, c'est bon, quoi. Mais tu étais, toi, dans la façon dont ça fonctionnait avec toi, okay. Tu étais déjà, en fait, tu avais des signes qui montraient que... Et j'ai jamais caché aussi, donc tu savais dans quoi s'embarquer. Donc pour répondre à la question que tu as dit tout à l'heure, en fait quand j'ai entamé ce processus, j'étais aussi prêt à perdre ma relation. J'attendais pas que tu me suis, donc je te valide, que tu me valides. Donc j'ai vraiment fait ce processus d'abord pour moi-même. Donc j'avais ce besoin en fait d'affirmer ma vérité, peu importe si la relation elle se termine, quoi. Donc ce que j'ai envie de dire par rapport aux personnes trans qui n'osent pas peut-être le dire dans leur couple ou dans leur vie en général, que n'ayez pas peur de vous assumer. Vous méritez aussi qu'on vous accepte comme vous êtes. Exact. Et qu'en fait, et ça n'a pas de prix pour le faire. Bien évidemment, si vous tombez sur une personne qui est aimante et qui vous donne le soutien comme je l'ai eu, c'est important de créer des espaces, des moments pour parler ouvertement de vos questionnements, de vos doutes aussi. Donc si votre partenaire elle est OK avec ça, je pense que en fait, ça va se faire assez facilement. Après, je précise aussi que c'est pas linéaire. Ça peut créer aussi des frustrations, des fois. Et c'est OK que ça bouge. Donc c'est encore une fois important de le communiquer. Il ne faut pas le garder pour soi. Et c'est vrai. Parce qu'on oublie de dire que, par exemple, qui passe par le même processus que j'ai passé, que ça crée ce sentiment de j'ai pas eu le temps. Du coup, c'est important d'en parler aussi, parce que chacun a des timings différents et il faut le respecter tout simplement. Du coup, c'est bien de parler et dire ok, t'as pas eu le temps, pourquoi, il s'est passé quoi, pourquoi tu ressens ça, et qu'est-ce qu'on peut travailler pour améliorer cette émotion-là en fait. Parce que j'ai passé par plusieurs étapes aussi et il faut mettre ça en compte.
Mais c'est normal aussi qu'on ne se situe pas au même endroit dans la transition. C'est-à-dire que, bien évidemment, moi j'ai une transition qui est plutôt sociale et ça englobe plein de choses. Mais un partenaire a aussi une transition psychologique, donc il faut aussi accepter ça. Il faut juste le dire et voilà quoi. Une question sur la communauté noire. En tant que personne noire, que ce soit le milieu LGBT en général, il y a une méconnaissance au niveau de la transidentité. Il y a beaucoup des idées reçues et aussi beaucoup de transphobie intériorisée. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, vous aimeriez dire, que ce soit, étant donné que vous avez un média que vous avez mis en place, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place pour pouvoir instruire ces personnes-là? Est-ce qu'il y a, même vous, est-ce que vous avez dû vous instruire également sur ce sujet-là, qu'il y a une méconnaissance énorme dans la communauté noire? On a remarqué, par exemple, en mettant en place des tables rondes, donc on a beaucoup besoin de parler. On a besoin d'échanger aussi, de voir que d'autres aussi passent par le même processus que toi. Puisqu'on se sent, les seules personnes, elles se sentent un peu sanitaires, perdues, alors qu'il y a d'autres personnes qui passent par le même vécu. Oh, voilà, encore... Et j'allais dire par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que même dans mon processus, vu qu'on n'a pas d'informations sur le sujet, même moi-même qui ne concernais pas la transidentité, j'avais des idées reçues, notamment sur le fait que transitionner, il y a ces transformations, entre guillemets, quand il y a ce mot transformation qui revient beaucoup, et que comme s'il y avait un début, il y avait une fin à la transition, et je me suis rendu compte que, non, déjà qu'il y a différentes façons de transitionner, ça peut être social, chirurgical, il y en a qui ne vont pas faire du tout d'opération, enfin, c'est propre à chacun. Donc, il y a aussi le fait que tu peux avoir une envie, tu peux le changer. Enfin, ça, franchement, chaque transition est unique. Même les personnes qui pensent que, il y a des personnes qui pensent que être une personne trans, c'est une maladie. Oui. Surtout dans la communauté noire, où les personnes sont très religieuses, il y a une méconnaissance qui est énorme. Et je pense qu'il faut qu'on puisse en parler et surtout instruire ces personnes-là. Et qu'ils prennent le temps d'écouter les personnes qui sont concernées par la transidentité et pas rester sur les idées reçues qu'eux, ils en ont. Et je pense aussi qu'il y a une partie de tout ce on sort tout l'héritage, tous les blocages et plus l'influence de la famille qui nous empêche aussi d'aller chercher et nous empêche aussi de écouter aussi d'autres personnes différentes, des témoignages. Et il faut quand même une éducation sur ça, il faut vraiment se pencher un peu plus sur ça parce que tout ce qu'on a de plus comme référence, plus visible, c'est des personnes blanches et nous, on ne s'identifie pas. Quoi. Et c'est rare que... Je pense aussi que c'est culturel parce que en étant une personne trans noire, moi j'ai ce sentiment que le dire ouvertement, c'est comme si non seulement je peux aussi perdre des personnes auxquelles je tiens, mais je peux aussi être reniée de ma culture. Être la honte du pays, ça j'ai déjà entendu, du coup... Et du coup, forcément, t'as pas forcément envie de perdre aussi grand, sachant que ta culture, tes racines, là où t'as grandi, ça participe aussi à ton identité. Et du coup, moi, c'est vrai que à ce niveau-là, j'ai ressenti beaucoup de la peur et de la crainte. Que je m'étais dit plusieurs fois, je redoutais de le dire, parce que je m'étais dit dans ma tête, en fait, je vais perdre... mon histoire, ma culture. Donc je pourrais même plus me définir comme une personne d'origine du Cameroun, entre guillemets. Et que en fait j'ai accepté qu'il faut arriver aussi à dépasser ça, montrer que en fait c'est pas une maladie que chez nous ça existe autant. Oui, nous existons. Nous existons. Justement le fait de me montrer et m'accepter, ça casse aussi des reçus, ce que je me dis. Que même ça m'est déjà arrivé au travail, je ne veux pas forcément tout déclarer, tu vois. Mais que forcément, souvent, comme je disais au début, beaucoup de personnes pensent que transitionner c'est transformation. Ils n'avaient pas imaginé 5 secondes que tu peux être trans en étant sans
avoir fait un processus de chirurgical. Quoi. Exactement. Donc il y en a qui tombaient des nues en mode ah oui, t'es une personne trans, d'accord. Ils avaient même imaginé aussi que être trans, ça veut dire se tailler les veines, être dans le broyer du noir. Et ils n'ont pas cette image d'une personne trans qui peut être prendre soin de soi, qui peut être très bien entourée, qui peut être normale en fait, qui peut être acceptée. Donc, là, j'ai réalisé qu'en fait, en incarnant totalement ce que je suis, ma vérité, c'est là que ça change aussi le regard qu'on peut poser sur ça, sur toutes ces questions-là. Est-ce que vous avez un message pour une personne adolescente, par exemple, qui a 15 ans, 14 ans et qui découvre un peu sa sexualité, même qui découvre que c'est une personne trans? Est-ce que vous avez un message à lui faire passer aujourd'hui à travers Queer? Alors le message que je pourrais passer à cette personne, c'est simplement lui dire que je sais que c'est pas évident ce qu'il est en train de vivre actuellement, mais qu'il n'est pas tout seul. Beaucoup de personnes sont passées par là, même moi-même, et ce n'est pas une maladie, il n'est pas en train de prendre la tête. Ce qu'il vit, c'est normal. Et qu'il y a d'autres personnes qui ressentent ce qu'il ressent actuellement, et que s'il prend le temps d'accepter tous ces sentiments-là, et il ne faut pas oublier qu'il faut pas qu'il reste que dans le corps, il faut aussi qu'il se rende compte que son esprit est authentique. Et son âme est grande, quoi. Oui, je reconnais ce que j'allais dire. Merci Attends, je me concentre. Me concentrer pour dire les bons mots. Tu as les bons mots. Que ce qu'il vit, il n'a pas douté de ce qu'il vit. Ce qu'il vit est bien réel. Donc il est le seul à savoir ce qui est vrai pour lui, et que il est légitime d'exister. C'est ça, il est légitime d'exister, et qu'il rencontrera aussi bien plus tard, même s'il n'y croit pas encore, des personnes qui lui ressemblent, pourra trouver le soutien auprès de communautés qui le comprendront aussi, et qu'il n'aura pas à avoir peur d'être qui il est, et qu'il a droit d'affirmer et d'affirmer sa vérité. C'est vrai que quand tu as parlé des personnes noires aussi, il ne faut pas oublier que en fait il a certes comment expliquer, que son affirmation va aussi beaucoup dépendre de l'endroit où il se situe. Exact. Et je trouve que c'est tellement compliqué parfois. Oui. Parce que en tant qu'adolescent, des fois, peut-être qu'il faut prendre le temps, même si c'est quelque chose qu'on répète assez souvent sur Queer, que je répète, c'est que même si en fait vous avez cette envie de dire au monde qui vous êtes, dans la situation des fois où vous vous trouvez, il faut faire attention en penser à votre santé mentale d'abord, et surtout à votre sécurité. Des fois, malheureusement, il faut se dire, dans l'environnement dans lequel on vit, dans le pays dans lequel on vit, on ne peut pas être totalement libre. Et des fois, il faut rester, dissimuler qui on est et attendre le bon moment pour pouvoir dire au monde et penser à sa sécurité d'abord. Donc n'oubliez pas que le plus important également, c'est de penser à votre sécurité. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Parce que de 15 ans, j'étais encore dans mes rêves, plutôt j'ai 16 ans, que en fait, il ne faut pas que je garde tout le temps cette carapace de femme forte, voilà, que j'accepte toutes mes personnalités, et peu importe l'entourage que j'ai, les personnes qui sont avec moi, voilà, il faut que je m'accepte comme je suis, à toute mon authenticité, voilà, en tant que tout. Et je dirais aussi, tombe amoureuse des personnes qui te valorisent et qui t'inspirent. Parce que ça va beaucoup t'apporter, et ça va t'éveiller pas mal de choses en fait dans ta vie. Et je dirais quoi encore?
je dirais, en soi, le chemin que tu es en train de construire ou que tu vas construire, il sera très beau et tu seras très, très, très heureuse. Merci à toi, Queen, pour cette invitation chaleureuse. Oui, Et vous avez la possibilité de nous retrouver sur la Team Wake Up, bien sûr. voilà, notre page du bien-être. Et de manière individuelle, étant donné que je suis danseur, je donne des cours de crêpes À Rennes. à Rennes. Il y a bientôt à Nantes aussi. Voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Du coup, c'est quoi? Saom. Donc T-S-A-O-M. Voilà, Saom. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Chelsea. Ce second épisode est maintenant terminé. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve au prochain épisode, donc l'épisode 3. En attendant, vous avez la possibilité de nous retrouver sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.